Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je remercie en particulier évidemment les invités Aziz Seni qui est entrepreneur et coprésident de la Commission nationale Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale du MEDEF et Gabriel Siri qui est porte-parole du Parti Socialiste et qui enseigne l'économie à l'Université Paris-Dauphine. Donc j'excuse une nouvelle fois. Et sans qui ce café débat n'aurait pas eu lieu aujourd'hui, Ghislaine, Julia, Mathieu, Irine et Maëlle qui ont vraiment... il y a eu un travail accompli qui a été assez phénoménal, donc je tiens vraiment à les remercier. Je vais passer à la présentation de l'association et puis en profiter pour me présenter également. Donc je m'appelle Laure Boutella, j'ai 29 ans et je suis cadre supérieur. J'étais candidate aux élections départementales donc dans le canton d'Herblay-sur-Seine. Et l'abstention à plus de 70% m'a profondément marquée parce que ça veut dire que plus de 2/3 des électeurs et des électrices n'ont pas pris la peine de se déplacer, ce qui est particulièrement inquiétant. Je suis également très inquiète de la situation actuelle, de la campagne qui arrive. On a quand même une extrême droite qui avoisine les 40% des premiers tours, avec des candidats qui sont déclarés, qui multiplient les fake news, qui multiplient les invectives, la violence verbale, voire parfois la violence physique de la part de certains de leurs militants qui, quand je pense aux Zouaves par exemple, qui sont des néo-nazis, c'est des choses qui sont connues. On est quand même dans une situation qui est une situation politique qui est quand même assez inquiétante. Et j'ai une conviction à titre personnel, c'est que les Français et les Françaises veulent qu'on parle de leurs problèmes, veulent qu'on parle de santé, de travail, de logement, et ils et elles aiment également le débat politique. On le voit dès qu'il y a des débats à la télévision, le lendemain à la machine à café, c'est les discussions qu'il va y avoir au travail. Je ne sais pas pour vous, mais à titre personnel, chacun de mes repas de famille avec mes grands-parents, mon oncle, etc., mes cousins, Noël aussi, on parle de politique. Donc c'est des choses qui animent la vie des Français et des Françaises. D'où la création de cette association pour repenser ensemble et parler différemment de politique. Donc le café pour la convivialité, puisque on ne parle pas de la même manière lorsqu'on boit un verre, lorsqu'on prend un café, lorsqu'on prend un verre, que lorsqu'on est dans un meeting ou dans une réunion publique. J'en ai fait beaucoup et c'est bien pour le moral, ça fait du bien au moral des militants et des militantes, ça donne envie de tracter le lendemain matin, mais c'est pas ce qu'il y a de plus constructif. Et des débats contradictoires, justement, pour que ce soit constructif et pour faire de la politique au sens noble du terme. Nous avons tous et toutes des idées qui sont différentes. Je doute que Gabriel et Aziz soient d'accord sur... il va sûrement y avoir des désaccords, mais c'est ce qui est intéressant, parce que nous soyons engagés dans des associations, dans un parti politique ou au sein d'un syndicat, on défend des valeurs et c'était justement Aziz Seni qui le disait, que nous devons débattre et porter les valeurs que nous défendons. Et nous avons des valeurs en commun qui sont justement la démocratie, le respect des convictions de l'autre et le républicanisme. Donc je propose, après cette introduction, de commencer le débat. Donc, un tiers des travailleurs gagnent moins de 1 500 € net par mois. Et ce sont en particulier des femmes, puisqu'elles représentent 67% des travailleurs pauvres. On pourrait penser que c'est une question d'égalité salariale. Tous les ans, on entend en général ces chiffres, c'est-à-dire que, en novembre généralement, il y a 9% d'écart de salaire entre un homme et une femme à poste égal. On dit qu'à partir d'une certaine date, une certaine heure, les femmes travaillent gratuitement, et il y a une étude de l'INSEE de juin 2020 qui montrait que seuls 6% des entreprises verseraient un salaire égal à poste égal. C'est profondément injuste, c'est purement discriminatoire, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, puisque la seule raison finalement c'est le genre de la personne qui est employée. Mais je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je pense que le problème est bien plus profond.
que les femmes et les hommes n'occupent simplement pas les mêmes postes non plus. On l'a vu durant la crise sanitaire, les femmes en fait sont concentrées dans des métiers de soins à la personne ou d'hôtesse, de caisse, et ce sont des métiers qui sont faiblement rémunérés avec des salaires qui sont inférieurs à peu près à 20% aux ceux des hommes. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que femmes et hommes physiquement n'ont pas les mêmes capacités physiques, mais aller dire à une aide-soignante par exemple que son travail n'est pas physique alors qu'elle doit porter à longueur de journée des personnes âgées, je ne suis pas sûre qu'elles le prennent très bien. Donc c'est pas une question de physique, et puis en plus on ne sait pas, c'est vrai qu'on ne dit pas assez, on ne sait pas assez, mais les auxiliaires de vie par exemple ont un taux d'accident du travail qui est 2 fois supérieur aux travailleurs du BTP. Donc c'est pas une question de physique, c'est juste que les femmes vont vraiment aller vers les métiers du soin à la personne ou l'hôtesse. Et alors qu'elles sont plus diplômées que les hommes, elles sont pourtant moins cadres supérieurs que les hommes. Donc je ne vais même pas parler du plafond de verre dans les conseils d'administration par exemple. Enfin, ça c'est encore un autre sujet. Là on parle juste vraiment de cadres supérieurs. Et donc comme je le disais tout à l'heure, elles occupent majoritairement des emplois précaires, 70% des temps partiels et 62% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes et ce n'est pas voulu. C'est ce qu'on appelle des temps partiels subis, puisque un tiers des femmes qui sont à temps partiel déclarent vouloir travailler plus. Et il va y avoir au final une femme sur 2 à temps partiel qui subirait un temps partiel, puisque les autres femmes en fait déclarent que c'est pour s'occuper de la famille. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'une femme est en couple et a un enfant, pour 40% d'entre elles, il va y avoir une modification d'activité. À titre de comparaison, pour les hommes, lorsqu'ils ont un enfant, pour seulement 6% d'entre eux, il va y avoir un changement d'activité. Et le télétravail et le confinement n'ont pas remis en cause cela, alors que les hommes étaient plus en télétravail et autant en chômage partiel. Ce sont pourtant les femmes qui, je pense que vous vous en rappelez, lorsque les écoles ont fermé, que les parents devaient gérer les cours des enfants, c'était généralement les femmes qui, donc encore une fois je fais des généralités, mais c'était des femmes qui géraient les cours des enfants, qui géraient en même temps les repas, les tâches domestiques, et qui devaient travailler. Et ce qui était intéressant, c'est qu'un article montrait que lorsqu'il y avait une pièce supplémentaire au sein de la maison, c'était l'homme qui l'utilisait, qui l'avait. Donc la femme, elle, travaillait depuis la table du salon ou de la cuisine, etc. Et donc devait gérer tout. Je pense qu'on peut presque dire finalement que pendant que les hommes gèrent leur carrière, les femmes gèrent le reste. Je pense. Bon, alors, évidemment, la situation, elle s'améliore. Hein. On n'est pas coincé en 1980. Les écarts de salaire diminuent, d'autant parce qu'il y a des lois. Et donc, évidemment, la situation n'est pas la même, mais on est quand même assez loin du compte. Et maintenant qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau, on détruit tout le monde, mais ensuite, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Donc, on pourrait justement, le but c'est aussi d'en discuter ensemble. Moi, j'ai 2 propositions qu'on entend peu, mais qui me tiennent à cœur et que je voulais mettre aussi au débat ce soir, qui en plus n'ont pas a priori d'impact sur les finances, d'impact négatif sur les finances publiques, ce qui est plutôt rare. Donc voilà, je vais les présenter assez rapidement. Tout d'abord, je pense qu'il y a la question de la classification des postes et ensuite la question plus fiscale de la familiarisation de l'impôt. Donc, concernant la classification des métiers, il a noté qu'au début, j'ai parlé de salaire à poste égal, mais je n'ai pas parlé de fiche de poste ou de compétences égales. Je vais vous donner un exemple qui, je pense, est assez parlant. Hôtesse d'accueil dans une entreprise, c'est principalement un métier qui est féminin. Ses compétences, donc ses missions au quotidien, ça va être de répondre au téléphone, de prendre des rendez-vous, d'accueillir les invités, vérifier leur identité et accompagner ces invités en salle de réunion. Elle est rémunérée tout au long de sa carrière en moyenne 2 000 € brut. On va prendre maintenant l'exemple du huissier au Sénat. C'est un poste qui est principalement occupé par des hommes. Quelles sont ses missions? Donc, ça va être de répondre au téléphone, d'accueillir les invités, de vérifier leur identité et de les amener à des salles de rendez-vous.
Leur salaire tout au long de leur carrière est autour de 7 500 euros brut. Donc on voit là que pour deux métiers qui sont finalement très similaires, donc évidemment il y a des concours, il y a des choses qui aussi l'expliquent, mais est-ce que ça explique que le salaire soit 4 fois supérieur pour un métier qui est principalement masculin pour des compétences qui sont similaires? Moi, à titre personnel, je n'en suis pas sûre. Et je pense que si on veut réellement atteindre l'égalité de traitement salarial, il y aura tout un travail à faire de classification des métiers. Donc, concernant la fiscalité, on voit que la société est basée sur le fait que les femmes travaillent moins que les hommes et sont moins bien rémunérées dans notre système fiscal. Puisque nous avons un modèle d'imposition commune pour les deux membres du couple depuis 1945. C'est-à-dire que le taux d'impôt d'un couple est calculé sur la moyenne des deux revenus. On est un des rares pays à le faire au sein des pays de l'OCDE. Et c'est ce qu'on appelle le quotient conjugal, donc à ne pas confondre avec le quotient familial, ça c'est totalement différent. Mais le quotient conjugal, en fait, l'INSEE nous rappelle qu'il n'a de sens que si l'écart de revenus entre les deux membres du couple est différent. Sinon, ça n'a pas de sens puisque la moyenne, finalement, l'impôt, le taux d'imposition ne change pas. Et en 2014, le Conseil d'analyse économique estimait qu'il réduisait de 1 à 2 points le pourcentage de taux d'emploi des femmes en France. Des études étrangères disent que cet impact serait entre 2 et 10 points. Donc plusieurs choses peuvent l'expliquer. Lorsqu'on a un enfant, ça amène des charges. C'est-à-dire qu'il faut payer la nounou pour l'amener à l'école, pour aller le chercher à l'école, il faut payer la cantine, il faut l'amener aux sorties scolaires, il faut l'amener aux activités le mercredi. Tout ça, ça amène un coût et les couples vont être amenés à faire un petit calcul sur comment finalement faire en sorte que les dépenses soient neutres finalement. Et c'est là qu'intervient le quotient conjugal, c'est-à-dire que l'un des membres du couple va finalement, donc la personne qui travaille le moins, donc généralement la femme, va réduire ses horaires de temps de travail et donc son revenu, mais ça va être annulé puisque l'impôt de son conjoint va diminuer. C'est comme ça, en fait, c'est vraiment le taux d'imposition commun qui va être mis sur le couple. Et c'est pour ça que le Conseil d'analyse économique, justement, préconise la suppression du quotient conjugal, donc évidemment tout en tenant compte de la situation familiale des enfants à charge, puisque le but, c'est pas non plus que les impôts de tout le monde augmentent, soyons honnêtes, surtout des familles modestes. Mais voilà, si le prélèvement à la source qui a été mis en place initialement durant le quinquennat de François Hollande est un premier pas, puisqu'il permet justement une individualisation de l'impôt sur le revenu, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à parcourir là-dessus pour diminuer les inégalités. J'ai beaucoup parlé des femmes et je pense qu'on va parler maintenant d'emplois qui sont majoritairement occupés par des hommes, quoique si vous parlez de l'entrepreneuriat, quand même la part des femmes augmente. Plus d'un tiers des entreprises sont créées par des femmes, qui ont été créées sont dirigées par des femmes. Et puis en plus les statistiques ne le montrent pas, lorsqu'elles sont dirigées par des femmes, elles semblent être mieux avec un excédent brut qui est d'exploitation supérieur à celui des hommes, donc c'est quand même aussi une bonne nouvelle dans ce moyenne, en moyenne. Et je laisse la parole à Aziz. Bonsoir à toutes et à tous, est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci pour cette invitation à Laure Botella et à toute son équipe. Je suis Aziz Seni, je suis ici à titre d'entrepreneur engagé. Je suis engagé dans un syndicat qui s'appelle le MEDEF. Mais c'est en mon nom personnel que ce soir je vais m'exprimer sur deux sujets, l'entrepreneuriat et l'ubérisation. Alors l'entrepreneuriat c'est une option, elle a été beaucoup vulgarisée ces dernières années. Tout le monde ne peut pas, tout le monde ne doit pas être entrepreneur, tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise, tout le monde n'a pas envie de se mettre à son compte. Mais beaucoup de choses ont été faites pour pouvoir faciliter la vie de ceux qui souhaitent passer à l'acte. Depuis la sensibilisation dans les écoles, qui se sont beaucoup ouvertes, beaucoup reste à faire, mais avouons que sur les 25-30 dernières années, des entrepreneurs qui puissent venir expliquer leur métier, ce que c'est, les bons côtés, les aléas, les difficultés, les nuits blanches, la recherche de financement, bref, on s'étalera un peu plus tard sur tout le bon côté et les moins bons côtés de cette vie trépidante d'entrepreneur, venir expliquer à des élèves qu'ils soient d'ailleurs dans des zones rurales ou des zones urbaines. Je suis moi-même originaire d'une ville qui s'appelle Mantes-la-Jolie, où il y a quelques années, quand j'étais au collège,
Je n'avais jamais vu un chef d'entreprise venir m'expliquer à moi, le gamin du Val-Fouré, qu'on pouvait être un jour entrepreneur. Donc cette sensibilisation se développe, elle reste encore, je pense, à développer. Ça pose le doigt sur l'ouverture de l'éducation nationale au monde de l'entreprise. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire au collège, au lycée, dans les universités. L'entrepreneuriat et la possibilité de devenir entrepreneur, les associations nombreuses, je pense à 100 000 entrepreneurs, je pense à d'autres associations qui ont pu venir au lycée, dans les universités, à travers des témoignages, expliquer que cette voie entrepreneuriale pouvait être aussi pour tous ceux qui étaient là, assis sur ces bancs, assis sur ces chaises, pardon. Et donc je trouve que déjà expliquer à nos plus jeunes que cette option existe pour eux, et en particulier ceux qui sont issus de milieux modestes, ceux qui n'ont pas dans leur réseau, dans leur capital social, pour reprendre le Bourdieu, je pense que c'est très important. Ouvrir le champ des possibles. L'idée n'est pas de dire que tout le monde doit ou peut être chef d'entreprise. L'idée, c'est simplement de dire que de côté du salariat privé, du salariat public, eh bien, il y a une autre option, c'est celle de pouvoir créer son entreprise. Bien évidemment, l'entrepreneuriat, c'est toutes les difficultés, au-delà de la difficulté psychologique, de se dire est-ce que moi, je suis capable de passer à l'acte, donc de se faire accompagner. C'est toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur du financement, sur de l'accompagnement, sur les premiers clients, et puis plus tard sur son développement. Et puis bien sûr, on y arrive sur les difficultés à l'embauche. En ce moment, on a un paradoxe, on a un taux de chômage qui reste stable et beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Ça pose de véritables questions de fond sur l'organisation de notre société. Ça pose des questions sur la valeur travail, le thème de ce soir. Ça pose des questions sur l'assurance chômage, l'accompagnement et l'indemnisation. Ça pose des questions aussi sur la formation, l'adéquation entre ce vivier de gens qui ont envie de travailler et qui cherchent du travail et les besoins des entreprises aujourd'hui, ce qu'elles peuvent payer, ce que le marché attend aussi d'un point de vue du prix. Donc tout ça se pose au fond comme question et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre ce soir. Ça amène au deuxième point. Je vais tenir mes 10 minutes parce que je sens que Laure regarde sa montre. Et l'ubérisation, on en a beaucoup entendu parler, évidemment, et avec ces dernières années, je dirais un procès qui est fait à toutes ces plateformes, bien sûr, ubérisation, Uber, Deliveroo, etc. Il y a un récent avis de la Cour européenne qui estime qu'il faut requalifier, ou il faudra requalifier en contrat de travail les indépendants, ceux qui avaient choisi de se mettre à leur compte pour travailler en collaboration avec cette plateforme. Et ce n'est pas sur ce sujet que je vais aller, c'est sur le fond, parce que j'en entends rarement parler. C'est pourquoi et comment ces plateformes ont réussi à avoir un tel succès. Qu'est-ce qui fait qu'une plateforme comme Uber a un véritable succès? Qu'est-ce qui fait que Deliveroo a un succès dans la prestation qu'elle offre? Eh bien, je vais mettre les pieds dans le plat directement, c'est que le modèle, il est simple. Et il répond à deux problématiques qu'on n'a pas réussi à régler, que les politiques, depuis 50 ans, n'ont pas voulu régler depuis l'après-guerre et depuis ces fameuses 30 glorieuses. C'est le financement de la protection sociale uniquement porté par le travail, donc c'est le poids des charges. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les aides sociales, la protection sociale, la sécurité sociale, les retraites, etc. Je dis que depuis l'après-guerre, on finance tout notre système uniquement en taxant le travail, uniquement là-dessus. Et deuxième problématique que met en exergue la réussite de ces plateformes, c'est la flexibilité du travail. Qu'est-ce qui fait le succès d'Uber? C'est que ça ne paye pas de charges sur les indépendants et qu'on peut appeler un indépendant n'importe quand on en a besoin. Et ce sont deux problématiques qui se confrontent
à une rigidité. Et là encore, je fais attention, je ne parle pas de supprimer le code du travail. Je précise parce que comme il est marqué MEDEF, des fois les raccourcis sont faits, donc je souligne au stabilo. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer le code du travail. Je dis qu'il y a des réformes à faire parce que le succès de Beurre, le succès de Livrez-où met en exergue un besoin des gens qui peuvent être parfois dans cette salle, qui ont envie d'avoir un taxi, un transport, une livraison quand ils en ont besoin et qui ont aussi envie que ça ne coûte pas cher. Donc on a une équation à résoudre, elle est tout à fait, on peut tout à fait la résoudre, simplement il faut du courage. Et du courage ces dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup. On pourra en parler tout à l'heure avec une réflexion sur le financement de la protection sociale et sur comment concilier la flexibilité dont ont besoin les entreprises tout en conciliant la protection sociale des collaborateurs et des salariés pour que la qualité de vie au travail et la qualité de vie tout court puissent être préservées parce que c'est bien les deux qu'il faut penser ensemble. Donc voilà pour mon introduction, une introduction courte avec beaucoup de questions en espérant qu'on puisse en débattre ce soir. Et je remercie Laure parce que c'est vrai que des endroits où on peut débattre de manière sereine sur autre chose que la petite phrase, le petit buzz ou les sujets un peu polémiques, il y en a de moins en moins. Et puis se retrouver avec des gens dont on partage les valeurs, mais pas forcément les idées. Les valeurs, c'est une chose, les idées, c'est l'autre. Eh bien, c'est plaisant parce que on va peut-être pas chercher à se convaincre les uns les autres, mais au moins, ça nous amènera à réfléchir. Voilà. Merci beaucoup, Aziz, en tout cas, pour votre intervention. C'est en effet, pour le coup, encore plus aujourd'hui avec la crise économique, il y a un fort impact. Il va y avoir énormément de... on va entrer dans une séquence assez difficile en termes de chômage. C'est d'ailleurs vrai pour les femmes. Et donc c'est possible en fait que ce soit finalement le pire moment de mettre en place la réforme de l'assurance chômage. Et donc je pense que c'est une très bonne transition. Et je vais laisser la parole à Gabriel Thierry, donc qui va également rebondir sur aussi ce qui a été dit ce soir. Merci beaucoup Laure, j'avoue dans le sens de ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que ça a l'air d'être un espace de débat très sympa. Moi je vois que de loin, mais en tout cas le ton est apaisé, puis on a le temps de développer, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Gabrielle Siriwari, donc Laure m'a rapidement présentée. Je suis aussi élue locale dans le 18e arrondissement en charge des problématiques d'emploi. Donc je pourrais avoir l'occasion de vous donner 2-3 exemples de ce qu'on fait localement dans la période un petit peu difficile de crise sanitaire et sociale sur les problématiques d'emploi. Mais Laure tenait à ce que je parle, et je le fais avec plaisir, de la réforme de l'assurance chômage. Effectivement, nous on s'est beaucoup battu contre la mise en œuvre de cette réforme en soulignant, comme tu l'as dit Laure, que c'était, outre le fond dont je vais parler dans un instant, certainement le pire moment pour la mettre en œuvre, puisque les aides aux entreprises, le chômage partiel, tout cela a pris fin récemment. Donc l'État a beaucoup aidé les entreprises, et il a eu raison de le faire pendant la crise sanitaire, mais c'est vrai que là on arrive dans une période qui va être particulièrement difficile pour les personnes qui perdent leur emploi. Aujourd'hui, l'UNEDIC, je vais beaucoup m'appuyer en fait sur les chiffres de l'UNEDIC, donc tous ceux que je vais vous citer sont issus d'une étude de l'UNEDIC qui estime que ce seront 2,8 millions de personnes qui ouvriront un droit à l'allocation chômage entre juillet 2021 et juin 2022. Donc la période vraiment, on va dire, post-crise sanitaire, c'est difficile maintenant qu'on revient dans la quatrième vague. Mais en tout cas, ceux qui ont ouvert à partir de juillet dernier les droits à l'assurance chômage sont concernés par cette réforme. Donc il faut savoir que les réformes ne partent pas sur le stock, entre guillemets, mais sur les nouveaux ayants droit au chômage, qui ouvrent leur droit, j'ai dit juillet, mais en fait ça a été repoussé en septembre à la suite d'une décision de justice qui a empêché donc, le calendrier initial du gouvernement de se mettre en œuvre comme prévu. Donc c'est à partir de septembre, et c'est seulement ces personnes-là qui ont ouvert leur droit au chômage à partir de septembre qui sont concernées par les nouvelles règles de calcul.
Et donc en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Donc selon les calculs de l'UNEDIC, c'est une forte baisse de l'allocation journalière de 17% en moyenne la première année pour 1,15 million d'allocataires. Donc c'est environ 40% d'entre eux. Qui est plus particulièrement touché? Alors Laure a raison tenu à souligner que ce sera en particulier les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que plus précaires, parce que les plus susceptibles de tomber effectivement dans le chômage parce que moins bien intégrés dans un certain nombre d'emplois. Mais de manière plus générale, ce sont les permittents. Donc ce qu'on appelle les permittents, c'est ces personnes qui alternent contrat précaire et chômage, et c'est ceux qui vont perdre le plus avec cette réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, ils perçoivent environ 890 € par mois, et le montant avec la réforme baisse à 640 € par mois. Donc ça fait une chute de 250 € par mois, qui est évidemment pas négligeable quand on connaît par ailleurs les prix du logement, le coût de la vie et le fait d'avoir à s'occuper, là encore une fois, différence entre femmes et hommes, la charge des enfants, le coût de la charge des enfants. Deuxième point, quand avant la réforme, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois pour bénéficier d'une indemnisation, aujourd'hui, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Et la population qui est la plus concernée par ce nouveau critère, ce sont les jeunes. Donc les premières victimes de la réforme en réalité, ce sera les jeunes. Ça a été aussi, d'ailleurs je me permets de le souligner, les jeunes et les femmes, c'est ceux qui ont les plus pâti de la crise sanitaire, pas seulement en matière d'emploi, mais nous, ce qu'on a vu au niveau local, dans le 18e arrondissement, et ça a été confirmé par les études des organismes de solidarité qui mènent les distributions alimentaires, ce sont les femmes et les jeunes qui sont venus, pour la majorité, grossir les rangs de l'aide alimentaire. Donc dans les nouveaux inscrits, c'était majoritairement des femmes et des jeunes. Voilà, il faut quand même souligner, pour être parfaitement exact et juste, que ces nouvelles règles de calcul, elles conduisent à indemniser moins, mais un peu plus longtemps, donc 14 mois en moyenne contre 11 actuellement. Mais encore une fois, il faut regarder au niveau global, et selon les estimations de l'UNEDIC, dans l'ensemble, ce sont 63% des allocataires qui percevront au total une indemnisation moins élevée et 23% une indemnisation supérieure. Donc au total, on est quand même sur une majorité de perdants. Pour une économie pour les finances publiques qui peut paraître à l'heure du quoi qu'il en coûte, même si on en est un petit peu sorti, pour une économie d'1 milliard d'euros environ par an. Donc en fait, c'est une mesure d'économie qui va mettre en difficulté, comme je vous disais, plus d'1 million d'allocataires pour une économie qui peut être vue comme négligeable. En tout cas, c'est ce que ma famille politique porte et défend. Je voudrais souligner que la totalité des syndicats de travailleurs étaient contre et restent contre cette réforme. Voilà pour la question de l'assurance chômage. Je vais rebondir rapidement sur ce qui a été dit par les deux précédents intervenants, si vous me le permettez. Je crois que ce qu'a dit Laure est très très important. Sur l'appréhension des inégalités salariales femmes-hommes, parce qu'on a effectivement tendance à se concentrer sur le volet discrimination, qui représente, comme elle l'a dit, environ 9%, sauf qu'au total, c'est 25% en fait, d'écarts salariaux entre femmes et hommes, 25 à 30%, et donc effectivement, on a un tiers sur la discrimination pure, c'est-à-dire à travail égal, salaire inégal, mais tout le reste, donc les deux autres tiers, la majeure partie des inégalités salariales, c'est un temps de travail moindre pour les femmes et puis une répartition sectorielle qui est totalement différente, avec une concentration de femmes dans les métiers sous-payés, etc. Donc ça, Laure l'a très bien expliqué. Peut-être un point qu'on peut ajouter, c'est la question de la pénibilité. Là encore, il y a un sujet parce que un certain nombre de spécialistes soulignent que la pénibilité est moins bien mesurée dans les métiers féminins que dans les métiers masculins. C'est le cas en fait dans beaucoup de domaines. On parle aussi régulièrement, et je trouve ça très intéressant, des différences de traitement sur les maladies entre femmes et hommes. Donc le fait que par exemple, vous l'avez peut-être vu, il y avait
une publicité au cinéma récemment qui le soulignait. On se concentre sur les symptômes, par exemple, des crises cardiaques. On a en tête les symptômes qui sont masculins, mais les crises peuvent se manifester différemment chez les femmes. Et pourtant, on a cette idée reçue qu'une crise cardiaque, c'est forcément des douleurs dans le bras gauche, etc. Et ben, je fais le parallèle avec la pénibilité parce que la focale est beaucoup sur la pénibilité des métiers masculins. Or, il y a une pénibilité des métiers féminins. Donc, Laure l'a souligné, la question évidemment des métiers très physiques, des aidants, la question de la mesure du temps de travail réel qui doit absolument intégrer tous les trajets, par exemple, qui sont faits par les aidants. Et moi, ce que me disent les aidants de mon arrondissement, c'est qu'en théorie, c'est pris en compte dans le temps de travail, mais en réalité, on se retrouve toujours avec un temps un petit peu inférieur, parce qu'évidemment, elles font des trajets très longs entre chaque patient. Et sur la question de la pénibilité, pour terminer, un des premiers actes qui a été posé par ce gouvernement, ce quinquennat, ça a été de supprimer 4 facteurs de pénibilité du compte pénibilité. Donc le compte pénibilité, c'est un système qui a été mis en place sous le quinquennat précédent qui permet d'accumuler des points pour partir à la retraite plus tôt en cas de métier pénible. Et donc certains facteurs de pénibilité ont été supprimés, dont l'exposition aux produits chimiques. Et l'exposition aux produits chimiques, c'est en particulier des femmes qui sont confrontées dans le secteur du nettoyage, qui est à 90% féminin. Donc si on veut réduire les inégalités femmes-hommes au travail, il faut absolument s'intéresser à la question de la pénibilité. Et pour terminer sur le sujet des inégalités femmes-hommes, je vais être un petit peu moins optimiste que Laure, qui n'y était pas beaucoup non plus. Mais sur les inégalités de richesse, en réalité, on a cette idée qu'elles se réduisent, mais c'est pas quand on regarde dans le détail, c'est pas le cas. Moi, je vous conseille un ouvrage qui s'appelle Le genre du capital, qui est un excellent livre qui a été écrit par Sybille Golac et Céline Bessières. Et qui cite un certain nombre de chiffres très intéressants. Un, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est entre 1998 et 2015, les inégalités de richesse entre hommes et femmes sont passées de 9 à 16%. Donc en fait, c'est en train de s'accroître, si on prend les inégalités de richesse, qui intègrent aussi les inégalités de patrimoine, bien évidemment. Et tout cela est lié à ce qu'évoquait Laure aussi, c'est-à-dire la famille comme lieu de production des inégalités. Et je terminerai là-dessus parce qu'on pourra en débattre, et puis Laure est très experte du sujet, donc voudra peut-être rebondir aussi. Si on prend les inégalités entre hommes et femmes célibataires, on est à 9%, c'est-à-dire vous prenez l'ensemble de la population des femmes célibataires et l'ensemble de la population des hommes, les écarts sont de 9%, et les hommes et femmes en couple, on atteint presque 40%. Donc ça montre qu'en fait, la famille est un lieu de production d'inégalités, avec l'arrivée des enfants, avec tout ce qu'a décrit Laure. Sur les inégalités salariales, c'est très frappant quand vous regardez les courbes de l'INSEE. Le salaire des femmes décroche par rapport à celui des hommes dans les courbes. Donc vous avez des évolutions salariales, vous avez le salaire des hommes qui progresse comme ça, et puis le salaire des femmes qui décroche au moment de l'arrivée du premier enfant. Donc voilà, des sujets qui peuvent être souvent conçus comme des sujets de vie personnelle ou des sujets de vie privée qui sont en fait des sujets éminemment politiques. Il faut absolument chausser des lunettes de genre pour les comprendre. Et moi, c'est ce que j'essaye un peu de développer dans mon livre. Je suis persuadée, et les différentes interventions que j'ai eu l'occasion de faire sur ce sujet, ça me convainc que le sujet du féminisme, abordé notamment sous cet angle social, est vraiment un puissant vecteur de remobilisation politique au noble sens du terme, c'est-à-dire de réintérêt à la chose publique. On a vu lors des dernières élections régionales que les femmes se sont très fortement abstenues. On a retenu un taux d'abstention très fort, et c'est vrai, il était très élevé, mais il y avait 15 points d'écart entre la participation des hommes et la participation des femmes. C'est-à-dire que c'était une abstention des femmes vraiment écrasante, et une des interprétations qui a été donnée, c'était justement l'impact de la crise sanitaire, l'appauvrissement et la hausse des difficultés de très nombreuses femmes qui les éloignent des enjeux, dans des enjeux de citoyenneté et de débat qui, vont prendre du temps, être chronophages,
Et puis l'apparition d'une certaine désespérance également. Donc moi je suis vraiment persuadée que qu'en luttant pour le féminisme en en faisant une question sociale, on réussira aussi à réattirer un certain nombre de femmes dans le débat public. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de défendre dans mon livre. Et puis je dois presque être à 10 minutes, donc je vais faire très rapidement pour rebondir sur ce qui a été dit par ailleurs. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter, effectivement, en ce moment. Nous, on le constate beaucoup. Moi, je le constate dans mon arrondissement, mais c'est vrai dans tout Paris et c'est vrai en réalité dans la France entière. Les secteurs en tension, on les connaît, hôtellerie, restauration, BTP, c'est souvent des métiers pénibles. Il n'y a pas que ceux-là, mais c'est ceux-là dont on entend beaucoup parler. Des métiers pénibles, des métiers peu payés. Donc, dans les causes qui sont citées par les travailleurs de ces secteurs, c'est ça, en majorité, ce qui arrive, c'est les conditions de travail et ensuite les faibles rémunérations. Moi, effectivement, là, on a peut-être une différence de point de vue, mais je pense pas que c'est en faisant une réforme de l'assurance chômage telle que je l'ai décrite tout à l'heure qu'on va régler le problème, parce que la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on veut vivre dans une société de travailleurs pauvres, et j'inclus se dirigeant vers une société de la flexibilité totale en termes de conditions de travail et de salaire, qu'on arrivera à faire société. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans le 18e arrondissement, donc on a mis en place quelque chose d'assez inédit dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Maison des Coursiers. Donc c'est un lieu de repos en fait, le lieu de repos, de réparation de véhicules pour ces livreurs. Évidemment, c'est pas la première compétence municipale de s'occuper de ça, mais en l'absence d'un droit du travail suffisamment protecteur pour ces métiers-là, on a essayé d'agir comme on pouvait. Et puis on essaye aussi d'aider les restaurateurs, les hôteliers à recruter, mais en favorisant ceux qui font un effort justement sur les conditions de travail et sur les salaires. Donc on organise un certain nombre de forums. C'est le rôle principal d'ailleurs en matière d'emploi, donc c'est pas la compétence principale de la mairie, puisque c'est une compétence de l'État. Mais ce qu'on fait beaucoup, c'est en fait mettre en relation c'est de la mise en relation. On fait se rencontrer des gens, on a des gens qui viennent nous voir, qui cherchent du travail, qui cherchent des contacts, et puis en face, on a des gens qui cherchent à recruter. On fait des forums de l'emploi qui chaque année permettent de faire signer de nouveaux contrats, mais on met en valeur sur ces forums donc ceux des entreprises de ces secteurs qui font des efforts particuliers, parce que c'est certainement pas le rôle de la mairie de Paris ou de la mairie de régler les problèmes structurels de salaires faibles dans ces domaines-là. Et je crois que même le MEDEF, d'ailleurs, monsieur pourra nous en parler, s'est prononcé pour une hausse des salaires dans le milieu de la restauration. Donc c'est un sujet qui commence à faire consensus, même si on ne s'intéresse pas nécessairement au niveau de salaire de ces personnes-là. Pour permettre de recruter, c'est absolument nécessaire d'aller dans cette voie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et place au débat. Merci beaucoup pour ton intervention, Gabrielle. Je propose qu'on prenne plusieurs questions et qu'on y réponde ensuite, qu'on puisse en débattre aussi. Voilà, qui se lance, qui se dévoue. Allez, quoi être le premier là? Je ne vois pas dans quel sens prendre une réponse à ce que vous dites, aussi bien que vous que le CNPF. J'ai l'air si vieux que ça. Parce que ce que je vais vous dire, c'est le fruit d'une expérience. Le salaire pour les gens qui commençaient à travailler à 14 ans jusqu'à 18 ans était 20 à 30% moindre que les adultes. Parce que quand vous parlez, les femmes sont mal payées. Le SMIC, oui, c'était le SMIC, était 15 à 20% moins cher qu'à Paris. C'est pour ça que moi, de Normand, je suis allé à Paris, parce qu'à Paris, on payait mieux. Donc, dans les inégalités salariales, je peux vous dire qu'on a fait un gros progrès. Ensuite, sur la précarité et sur le chômage. Dans les années 70, il n'y avait pas de contrat à durée indéterminée. Le contremaître dans l'atelier, là, il pouvait venir nous voir le vendredi soir et il disait tu passes au guichet là et il y a ton compte. Donc on s'est bagarré pour avoir des conventions collectives. Parce que contrairement à ce que dit pas le représentant, le CNPF, ce qui peut nous sauver,
ce sont les conventions collectives. Parce que chacun a son droit et devoir. Moi, en tant que syndicaliste, je disais toujours à mes copains, on va appliquer nos devoirs, on exigera nos droits. Le problème avec... C'est du Krasuki dans le texte, ça. Non, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi. Et surtout, on arrête d'être victime. Les salariés ne sont pas des victimes, ni du chômage, ni de rien du tout. On n'est pas des victimes. La plupart du temps, on ne nous donne pas la part de valeur qu'on a produite. C'est autre chose. Sur le chômage, alors j'ai vu les premiers chômeurs, parce que là, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de chômage. On s'inscrivait à la mairie pour avoir droit à la sécurité sociale. Et les gens, à 40 ans manches, pour vous dire où c'est, là, dans le Cotentin, ils étaient à peu près 6 mois au chômage par an, parce que la laiterie est fermée l'hiver. L'hiver, les vaches ne font pas beaucoup de lait. Et donc, comme aide sociale, on avait les jardins ouvriers. L'aide alimentaire, c'était d'aller travailler dans son jardin ouvrier. Le problème qu'on a aujourd'hui, par exemple sur le chômage, c'est qu'il y a plusieurs chômages. Quand le chômage était institué, c'était pour permettre à des gens, dans la restructuration d'entreprises, parce que beaucoup d'entreprises se fondaient en province, etc., c'est de retrouver un boulot. Or aujourd'hui, le chômage, c'est des gens qui se retrouvent avec leurs compétences qui ne sont plus marchandes. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui disparaissent. Je sais pas, un guichetier, par exemple, pour distribuer de l'argent, lui, sa compétence, elle a disparu. Et donc, pour traiter le chômage, il y a une partie où ce sont des vrais chômeurs, c'est-à-dire qu'ils ne retrouvent pas. Il y en a d'autres qui sont au chômage parce qu'ils ne peuvent pas être mobiles, c'est-à-dire qu'on leur demande d'aller où est l'emploi. L'emploi ne vient pas vers eux. On leur demande de se déplacer vers l'emploi. Et les gens ne sont pas mobiles. C'est arrivé quand il y a eu la restructuration de la métallurgie et de la sidérurgie dans le nord et dans l'est. Donc comme on ne sait pas résoudre ce problème-là, on ne sait pas redistribuer le travail partout en France, on le concentre. Ensuite, il y a des chômeurs, on leur fait faire des études, mais personne ne leur dit quel sera le débouché de leurs connaissances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dur pour obtenir des connaissances, mais quand ils arrivent sur le marché du travail, les employeurs leur disent c'est bien, ta licence, ta maîtrise, machin, tout ça, c'est très bien, mais moi j'en ai pas l'utilité. Ça fait des déçus parce que ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ne trouvent pas à employer leurs connaissances. Il faut qu'ils aient une valeur d'emploi, parce qu'autrement... Puis aussi, il y a des valeurs. Bon, je suis retraité depuis 22 ans. En tant que salarié, je peux vous dire que des heures sup et machin, j'en ai fait gratuitement pour mon syndicat, en veux-tu, en voilà. Ça ne s'entend pas du tout, vous étiez dans un syndicat. Ah bon? Non. Je sais pas, qui vous fréquentez comme syndicaliste? Moi, vous savez, je suis dans le concret, moi. Quand j'entends, c'est la famille qui fait que les femmes sont moins bien traitées salarialement que... Bon, on oublie que la famille, c'est un lieu de solidarité. Hein? Ah oui, c'est un lieu de solidarité. Non, c'est pas un lieu de solidarité, la famille? Ça devrait être. Non, la mienne, c'est un lieu de solidarité. En fait. Alors effectivement, nous, on a été assez mal élevés, puisque nous, on nous disait toujours, t'es un garçon, tu pleures pas, machin, enfin bon. On avait l'école des garçons, l'école des filles. Quand j'ai passé mon certificat d'études, effectivement, les filles, ils avaient couture. Et nous, on avait, je sais plus quoi, jardinage et compagnie. Donc, il y a eu une éducation aussi, il y a l'éducation aussi qui compte. Hein. Pour en revenir, moi, Uber, il faut une convention collective Uber. C'est anormal de dire ça marche parce que les gens sont disponibles jour et nuit pour faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Le roi, il disait... les paysans, vous allez faire le mur du roi, là, à Herblay, là, vous n'avez rien à foutre, allez faire le mur du roi, il faut des contrats entre les gens. Et de dire ça marche mal parce que les gens ne veulent pas travailler, non, c'est faux. Qui a détruit les centres d'apprentissage? C'est le CNPF. C'est le CNPF qui a détruit. Oui, la taxe d'apprentissage. Alors, vous savez, je me suis bagarré pour que Schlumberger, où je travaillais,
donne sa taxe d'apprentissage au centre d'apprentissage de métier. Et le filet, Julien Josas, aux grandes écoles, parce qu'elle avait besoin d'ingénieurs Supélec. Et filer sa taxe d'apprentissage à Supélec. Parce qu'on a donné aux entreprises le droit de donner leur taxe d'apprentissage à qui ils veulent. L'État n'est pas capable de leur dire non, non, vous allez former des charcutiers, des boulangers, etc. Non, non, eux, ils forment des ingénieurs Supélec. Et toutes les grosses entreprises le font. Parce qu'ils ont besoin d'ingénieurs, ils n'ont pas besoin de petits métiers. Donc ça, il faut changer ça. Il faut valoriser les gens qui ont des métiers manuels. Mais ça, on est dans ce nœud là. Oui, oui, oui. Attends, Ghislaine a une question à poser là. Je voulais rebondir vous m'entendez? Oui. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'ubérisation. On va être assez d'accord sur le fait qu'effectivement, il faudrait une convention collective dans la mesure où un certain nombre, surtout pour Uber et pour Deliveroo, etc., dans la mesure où ils n'ont pas le choix nécessairement de la prise en charge de leurs clients. Il y a un exemple qui est très intéressant, qui est Doctolib, qui est une plateforme, qui fonctionne a priori comme Uber. À la différence, c'est que c'est une plateforme qui met en contact les patients avec des médecins. Là, la différence, c'est que vous avez une façon de procéder de la part de Uber ou de la part de Deliveroo qui fait que les coûts sont effectivement extrêmement faibles pour les consommateurs. Les personnes qui travaillent par l'intermédiaire de ces plateformes sont corvéables à merci, ce qui n'est pas nécessairement le cas, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas avec Doctolib, qui pourtant en fait joue un intermédiaire et qui n'a pas du tout la même façon de procéder. Donc je voulais vous poser la question par rapport à ça pour savoir si on ne pourrait pas aller de la même façon vers des types de plateformes type Doctolib qui permettraient d'avoir un service, parce que de toute évidence malheureusement on est dans une société et on risque d'aller de plus en plus vers une société où les consommateurs veulent des choses, veulent avoir leur plat à domicile le plus rapidement possible, ou veulent pouvoir, là quand je parle de Deliveroo, où il y a une exigence de rapidité, de service et si possible moins cher. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir à un système qui permettrait qu'il n'y ait pas une sorte, pas d'esclavagisme, il ne faut pas exagérer, mais malgré tout de société où on traite des personnes qui sont soi-disant à leur compte comme en fait des salariés, mais qui sont sous-payés et qui n'ont pas et qui ont moins de droits, beaucoup moins de droits que d'autres salariés. Je voulais rebondir sur ça en étant d'accord. Et en fait, vous n'êtes pas totalement en contradiction tous les deux, puisque vous parlez de compétences et du fait que les jeunes connaissent peu le monde de l'entreprise et sont relativement surpris de ce qui se passe ensuite lorsqu'ils sont dans le monde de l'entreprise. Je vous remercie, monsieur, de votre intervention. J'ai apprécié écouter les souvenirs de la 4e République. J'ai beaucoup apprécié tous ces souvenirs en noir et blanc que je n'ai pas connus. Ce n'est pas ma génération. J'ai toujours beaucoup de respect à écouter tout ce qui s'est passé. Mais on est à l'heure d'Internet, l'heure de la mondialisation. Les choses ont changé, énormément changé. Elles ont beaucoup évolué. Dieu merci, aujourd'hui, les enfants ne travaillent plus. La scolarisation est obligatoire. Les stages existent. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans la famille et l'égalité homme-femme existe aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, mais elle est en marche. Madame n'est plus concentrée à la cuisine ou à la couture. Monsieur n'est plus exclusivement dans son jardin. C'est même parfois l'inverse. Donc tout ça fait que je suis plutôt content de vivre dans le monde actuel plutôt que de ce courant que vous laissez transparaître un petit peu du « c'était mieux avant ». Parce que ça conduit à beaucoup d'autres choses.
En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Sur un certain nombre de points que vous avez évoqués, effectivement, l'État employeur, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. L'État, généralement, donne beaucoup de leçons sur ce qu'il faut faire au secteur privé sans se l'appliquer à soi-même. En ce moment, on est en train de discuter au niveau de l'État employeur de la revalorisation des indices et de l'augmentation des salaires. Il y a quelques mois, l'État demandait aux entreprises privées d'augmenter les salaires et on regarde de manière, avec un petit sourire, mais un sourire jaune, la manière dont l'État traite ses propres salariés. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et souvent, je dis souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est le cas. L'État employeur donne des leçons et des belles leçons de morale aux particuliers et aux entreprises sans se les appliquer à soi-même. C'est inacceptable. Ça, c'est le premier point. Je peux parler des professeurs, je peux parler des juges, je peux parler des policiers, je peux parler des militaires. Le deuxième point concerne les hausses de salaire. La proposition que vous avez faite, moi je trouve que c'est de la médecine occidentale. Je suis beaucoup plus médecine chinoise. Il faut aller au fond du problème. On peut effectivement revoir les business models, aller sur un business model comme celui de Doctolib, pourquoi pas, sachant que Doctolib s'adresse quand même à des gens qui ont des niveaux d'études un peu supérieurs, des revenus un peu supérieurs, ont les moyens de payer un abonnement sur une plateforme qui est largement supérieur à ce que peut payer un livreur de pizza ou un chauffeur Uber. Non, je parle du business model, mais je ne suis pas forcément un spécialiste de ces modèles d'un point de vue financier. Je dis simplement que, vous l'avez souligné vous-même dans votre argumentation, c'est qu'on a un vrai problème du coût du travail. Bon, on va se dire les choses sur la table. La France est championne du monde des prélèvements obligatoires sans être championne du monde dans aucune politique publique. Nous sommes au niveau mondial ceux qui payons le plus d'impôts, taxes, charges, tout compris au niveau des particuliers et entreprises, et nous ne sommes champions dans aucune politique publique. On n'est pas champion en éducation, on n'est pas champion au niveau de l'armée, on n'est pas champion au niveau de l'hôpital, on n'est pas champion. Donc il y a un vrai problème à deux niveaux, c'est le poids de cette imposition, et on en parle au niveau du travail, et la gestion publique. L'OCDE vient de pointer du doigt la gestion française en matière de gestion de fonds publics. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans que ça dure. Et on a un vrai problème sur cette gestion de fonds publics, de masse salariale, d'adaptation de la dépense publique en fonction des besoins. Là encore une fois, l'État donne des leçons sans se les appliquer. Monsieur a soulevé un point très intéressant en disant la rémunération dans une entreprise doit correspondre à la réalité du travail. Je suis d'accord. Beaucoup d'entreprises, les plus grandes l'ont largement fait, les petites sont en train de le faire, c'est la question de la participation. Beaucoup d'entreprises ont mis des contrats de participation en place en disant c'est normal, il faut que les salariés puissent aussi jouir des fruits de la performance de l'entreprise. Et les startups et la nouvelle génération, beaucoup plus que leurs aînés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, si vous prenez tous les start-upers que vous pouvez rencontrer issus de ces écoles de commerce dont vous parliez tout à l'heure, tous ont cette volonté de mettre en place de la participation. Tous. Les grandes entreprises l'ont fait parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles ont les budgets, parce que leur chiffre d'affaires est souvent réalisé beaucoup plus à l'international qu'en France. Sur 4,2 millions d'entreprises françaises, vous avez à peu près 3,5 millions de TPE, PME. Et c'est là que le bas blesse. Il faut les aider. Elles ne sont pas forcément structurées, elles n'ont peut-être pas les lignes budgétaires, elles n'ont peut-être pas le temps, elles n'ont peut-être pas la réflexion. C'est rarement la volonté qui manque. Vous dites, il faut augmenter le salaire, mais les salaires, ça ne se décrète pas une augmentation. Je crois que quelqu'un a parlé de hausse des salaires. Mais il faut aussi revenir là à une forme de réalité. Ça fait 20 ans que je suis un chef d'entreprise et je ne dirige pas une multinationale. Quand vous avez votre compte d'exploitation en face de vous, quand vous augmentez 1 euro net, vous en donnez encore une fois 1 euro à l'État, sous forme diverses. Charges patronales, charges salariales. J'entends, il faut financer les retraites. J'entends, il faut financer la sécurité sociale. J'entends tout ça. Mais il y a peut-être une autre façon de financer la protection sociale que de taxer le travail. Il y a peut-être une autre façon. Quelqu'un, par le passé, a proposé la TVA sociale. Basculer
faire financer la protection sociale, non plus par le travail, mais par la consommation. Alors on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a une créativité. On va chercher ailleurs des sous dont on a besoin pour protéger d'un point de vue social, en dehors du travail. Taxer le travail. On a parlé tout à l'heure, vous avez dit que le secteur de la restauration va augmenter les salaires. Effectivement, un certain nombre de restaurateurs ont accepté d'augmenter les salaires. Mais ne vous y trompez pas. L'augmentation de salaire se retrouvera sur le prix de votre steak frites. Donc tout ça pour dire que si on augmente les salaires, on augmente forcément, ça va se ressentir dans ces PME en tout cas, pour le vivre, hein, on augmentera un petit peu les prix. Augmentation des prix, peut-être un petit peu moins de ventes, aussi impact sur l'inflation. L'inflation, vous connaissez toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc il faut vraiment penser les choses de manière, j'ai presque envie de dire, hors cadre. C'est-à-dire, oui à l'augmentation des salaires. En tout cas, moi je parle en mon nom propre, là, pas au nom du CNPF, mais en mon nom propre. J'y suis favorable, mais que ça ne coûte pas à l'entreprise, que ça ne vienne pas, encore une fois, alourdir sa dynamique et sa compétitivité. Et il y a 50 façons de faire. Et ce que je reproche au système et à nos hommes politiques de droite comme de gauche, c'est de manquer de cette créativité. Les mêmes méthodes conduisent au même résultat, c'est du Einstein. On nous resserre la même chose en nous disant on va renforcer le code du travail, on va remettre des charges sur les entreprises. Ça conduira au même résultat. Donc essayons de penser hors cadre, essayons de penser de manière différente. Et pour ce qui est des charges, essayons de faire financer notre protection sociale ailleurs que par le travail. Franchement, il y en a ras-le-bol, les chefs d'entreprise en ont marre de payer, de continuer à payer. C'est normal. Gabriel, peut-être que toi tu as envie de réagir aussi sur ce qui vient d'être dit. Je te laisse la parole. Ok, alors il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être en préambule, effectivement, là où je suis d'accord avec l'intervenant précédent, c'est que on a toujours tendance à parler des entreprises comme si ça constituait une entité homogène. Mais effectivement, et évidemment, il y a des différences entre les multinationales et les TPE-PME. Et moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est encore en France, et c'est un point d'ailleurs sur lequel le gouvernement avait dit qu'il avancerait beaucoup, et peut-être ça m'intéressera d'ailleurs de vous entendre sur ce sujet-là, mais j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on est vraiment remédié aux deux poids, deux mesures entre les grandes multinationales et des TPE-PME qui, c'est vrai, font face à des coûts supplémentaires, à des lourdeurs administratives, non pas une armée, une batterie d'avocats, de comptables qui peuvent les appuyer, et non pas non plus les moyens d'envoyer leurs émissaires à Bercy pour faire valoir leur point de vue, ce qui est le quotidien en revanche d'un certain nombre de multinationales dans ce pays. Donc je pense que quand on parle hausse des salaires, il y a des entreprises, moi j'ai été très frappée au moment de la crise des Gilets jaunes, décembre 2019, Emmanuel Macron demande aux entreprises de faire un effort pour augmenter les salaires face à la colère sociale, dont on se souvient tous. Le lendemain, Total augmente ses salaires de 3%. Donc c'est bien évident qu'il y avait des marges qui étaient très importantes. Il suffit, si vous voulez, d'un appel du président pour qu'ils augmentent leur salaire. Il y a un certain nombre d'entreprises où il y a des marges. Les augmentations de salaire, elles sont tout à fait possibles, et on a constaté d'ailleurs depuis les années 80 plutôt une déformation de la valeur ajoutée, c'est-à-dire une déformation au détriment des salaires et en faveur de la rémunération du capital et donc des actionnaires. Mais ça concerne évidemment les multinationales, ça ne concerne pas les TPE-PME. Donc moi je serais tout à fait favorable, et d'ailleurs c'est pas du tout un thème pour moi qui est un thème de droite ou quoi que ce soit. Au contraire, moi je pense que la gauche devrait porter ces sujets-là, et moi quand je travaillais à Bercy, je me suis attachée, alors mon secteur c'était l'économie numérique, et en particulier les fintech, donc les entreprises de technologie financière, peu importe, c'est juste pour donner un exemple. Aujourd'hui, les petites fintech françaises, elles font face à plus de difficultés administratives que les grosses multinationales américaines comme Apple, qui vont fournir le même type de service avec Apple Pay. On a des entreprises françaises qui fournissent les mêmes services, sauf que Apple Pay ne fait même pas les démarches d'autorisation en France pour avoir le droit d'exercer. Ils s'appuient sur leur pouvoir de marché pour approcher directement les commerçants en leur disant bah voilà,
ce serait bien que vous fournissiez cette solution de paiement, etc. La petite fintech française à côté, elle va essayer de se renseigner pour ça auprès du superviseur de la Banque de France où je travaille, pour essayer de savoir quelles sont les lois qui leur sont applicables, etc. Et on se retrouve dans une situation où l'administration va plus souvent aller ennuyer ces petites fintechs qui ne vont pas respecter tel ou tel critère d'autorisation d'exercice, alors qu'à côté, on a des grosses boîtes qui ne sont absolument pas embêtées. Donc là, pour moi, il y a un vrai sujet et je ne crois pas que, alors que c'était une promesse de ce gouvernement, ça ait fondamentalement changé de ce point de vue-là. Ensuite, sur la question du financement de la protection sociale, on peut envisager des financements différents de la protection sociale. La France n'est peut-être pas championne et c'est vrai que ça pose un problème en matière d'éducation, en matière d'hôpital. Pour autant, on est quand même un des pays où le taux de pauvreté reste un des plus faibles en Europe parce qu'on a une protection sociale en face de ce taux d'impôt et de prélèvements sociaux qui est important. Donc il ne faut pas le voir comme un simple coût, c'est évidemment un qui est redistribué et on ne peut pas dire aujourd'hui, je pense moi qu'on doit rester fier de ce système de protection sociale qui a un héritage du Conseil national de la résistance et que ça fait partie d'une des grandes sources de fierté qu'on a bien constaté pendant la Covid, alors qu'aux États-Unis, évidemment, dans un premier temps, c'était beaucoup plus difficile pour tout un tas de travailleurs malades qui ne pouvaient pas se faire soigner gratuitement. Mais pourquoi pas réfléchir à d'autres types de financement. En revanche, on ne va pas pouvoir baisser la fiscalité sur le capital en même temps qu'on la baisse sur le travail. C'est-à-dire que si vous voulez la baisser sur le travail, on ne peut pas en même temps défendre la réforme de l'ISF, défendre la flat tax, etc. Parce qu'il faut bien prélever quelque part. Donc on peut s'interroger là-dessus, mais il ne faut pas laisser croire qu'on va pouvoir tout baisser d'un coup et que ça fonctionnera de cette manière-là. Sur l'inflation, rapidement, parce que là c'est vraiment, comme vous le savez, c'est un sujet qui est aujourd'hui traité par la Banque Centrale Européenne. Je vous assure, ne vous inquiétez pas pour l'inflation. Alors on peut augmenter les salaires sans que l'inflation augmente aujourd'hui. On est dans un système européen qui est intégré et une banque centrale européenne au sein de laquelle les Allemands, donc la banque centrale allemande, a un poids prépondérant. Or les Allemands, ils ont une peur bleue de l'inflation, donc dès qu'on voit comme aujourd'hui l'inflation pointée-sonnée, ça pose de grandes questions qui sont discutées entre les banques centrales nationales pour voir si on change la politique monétaire pour surtout n'avoir aucune inflation durable. Donc vraiment sur la question de l'inflation, c'est pas réellement un sujet. On en est même à un point où la Commission européenne estime qu'il y a un tel déficit de demande dans l'Union européenne qu'il faut pouvoir faire de la relance budgétaire, de la redistribution pour susciter justement une relance de la consommation et un peu d'inflation. Parce que un des risques majeurs dont on semble s'éloigner aujourd'hui avec la remontée des taux d'inflation, mais c'est la déflation. Et la déflation est beaucoup plus dangereuse en réalité que l'inflation. La déflation, parce qu'on ne sait pas comment l'arrêter. L'inflation, on sait que pour l'arrêter, il suffit d'augmenter les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne et on coupe l'inflation. La déflation, c'est-à-dire la baisse des prix, donc qui va impacter tous les propriétaires, quand la mécanique est lancée, on a beaucoup plus de mal à l'arrêter. Alors il y a plein d'autres points. Sur l'État employeur, c'est vrai, hein, le gel du point d'indice depuis des années, c'est un sujet, et là-dessus je suis assez d'accord, dans la mesure où l'État demande une hausse des salaires qui doit être exemplaire de ce point de vue-là, et donc ça fait longtemps qu'on défend la fin du gel du point d'indice par exemple. Et puis ensuite, pour répondre à la longue intervention du premier monsieur qui a pris la parole longuement, il y avait plein de choses sur lesquelles je voulais rebondir, mais je vais faire rapidement. C'est vrai, sur la mobilité, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais parler de l'Île-de-France, parce que c'est notre région. On a une concentration des emplois qui est dans une infime partie du territoire. Donc aujourd'hui, il y a 70% des emplois qui sont concentrés sur 6% du territoire. Je ne vous le cache pas, évidemment, c'est le territoire parisien et c'est l'ouest parisien. Donc il faut bien voir qu'on est dans une situation où la métropolisation a concentré la quasi-intégralité des ressources, des emplois, des compétences
dans les métropoles et que ça pose la question des autres territoires. Une politique de réindustrialisation volontariste devra absolument intégrer la question des inégalités territoriales et c'est ce qu'on avait défendu notamment dans le cadre des élections régionales, mais qu'on continue à défendre dans le cadre des élections présidentielles. Ça doit se penser comme une manière de réaménager le territoire, donc en travaillant sur les friches, en travaillant sur cet impératif de réduire les inégalités territoriales, parce qu'évidemment ça a des conséquences aussi politiques qui peuvent être désastreuses derrière. Je fais tout ça de manière télégraphique parce que sinon je pourrais parler encore 1h30. Sur la réflexion sur la famille, ça a semblé choquer monsieur que je te parle de famille qui est créatrice d'inégalités. Mais en fait, c'est pas un jugement moral, c'est simplement une constatation en analysant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ces deux sociologues dont j'ai parlé, Céline Bessière et Sylvie Golac, qui ont analysé les chiffres sur une dizaine d'années. La famille est un lieu de solidarité tant que déjà le couple reste ensemble. Le gros problème, c'est au moment de la séparation. Parce que le modèle le plus dangereux, c'est un couple qui se met ensemble, une femme qui s'arrête de travailler ou qui travaille moins pour s'occuper des enfants. Pendant ce temps-là, l'homme qui accumule du patrimoine. Et au moment de la séparation, ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'en réalité, il n'y a pas du tout un partage égalitaire. Et on a une situation qui est très dégradée pour de nombreuses femmes au moment de la séparation. Dans les familles les plus fortunées, parce que notamment quand il y a une entreprise familiale, il ne faut pas affecter, ça c'est ce que mettent en place les juges, et ce qui est très, très, très bien étudié par ces deux sociologues, des biais dans le traitement de ces affaires par les juges et les notaires. On ne va pas vouloir affecter le bien que constitue l'entreprise familiale, notamment dans une dynamique de transmission. Donc ça veut dire que la femme, très régulièrement, puisque c'est pas elle qui est propriétaire en général, va avoir du mal à obtenir des parts, pour ne pas affecter l'unicité de ce bien qu'on appelle bien structurant. Et puis dans les familles modestes, c'est évidemment bien pire, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il n'y a quasiment rien à se partager, et pour autant les juges, ce qu'on peut comprendre, ne veulent pas affecter les faibles revenus du mari. Sauf que la femme derrière, qui s'est arrêtée de travailler, il va bien falloir qu'elle vive, et souvent elle a la charge des enfants. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que on ne veut pas, en tant que juge, affecter les faibles revenus du mari, mais donc la femme va devoir se débrouiller avec quasiment rien, et donc faire les démarches pour obtenir les aides sociales, etc. Donc en fait, un lieu de solidarité, quand les gens sont ensemble, et c'est le cas, hein, effectivement, va pouvoir se transformer en un drame social au moment de la séparation. Et c'est pas un jugement moral que de porter ça, c'est juste le fait de se dire, il y a des sujets qu'on a considérés comme des sujets de vie privée pendant des années, et aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on est sur des sujets fondamentalement politiques qui vont pouvoir jeter dans la précarité un certain nombre de femmes, que moi je vois dans mon arrondissement d'ailleurs, ensuite venir faire les démarches pour les logements sociaux, parce que ce que j'ai découvert, c'est que les femmes, c'est à 95% les gens que je vois dans les permanences logement, ce sont des femmes. Qu'elles soient en couple ou non d'ailleurs, ce qui veut bien dire qu'il y a une répartition aussi dans le traitement de ces tâches administratives qui est très genrée. Et donc voilà, on ne peut pas se satisfaire non plus d'un modèle où on a des femmes qui vont aller devoir courir entre la CAF, la mairie, etc. pour essayer d'avoir de quoi faire vivre les enfants, parce qu'au moment de la séparation, il n'a pas fallu affecter les revenus du mari. Donc ça pose tout un tas de questions, et je vous renvoie à ce que Laure a dit en introduction tout à l'heure. Et puis enfin, je m'arrête là-dessus. Et tout ce que je dis là, encore une fois, c'est vraiment fondé sur cette étude qui s'appelle Le genre du capital, où c'est 10 ans de travail, 10 ans d'entretien et des analyses de l'INSEE. Donc c'est, encore une fois, il ne faut pas généraliser, c'est pas le cas de toutes les femmes, etc. Mais on avait bien compris. Et enfin, une priorité absolue, c'est vrai, à réhabiliter l'apprentissage, l'alternance, là où il y a des demandes qui ne sont pas satisfaites d'ailleurs. Alors que c'est vrai qu'on a un excès de formation et de surdiplômés qui vont avoir du mal à s'intégrer sur le marché du travail. Donc là-dessus, nous on a une idée que je pourrais développer une prochaine fois, mais une idée de grande école de l'industrie et d'un plan de communication aussi sur
la valorisation de ces métiers. C'est vrai que moi je me souviens, j'étais déléguée de classe au collège et on avait des élèves qui étaient très volontaires pour aller apprendre. Donc ils avaient 14 ans, ils avaient déjà du retard et ils ne s'intéressaient pas à l'école, ils n'étaient pas heureux, ils voulaient pouvoir aller apprendre un métier manuel, et ben on les a obligés à rester à l'école jusqu'à 16 ans et je suis pas sûre que c'était le meilleur service qu'on pouvait leur rendre. Voilà. Merci beaucoup Gabrielle. Moi je voulais juste rajouter, compléter de quelques éléments qui n'ont pas été abordés, donc je vais me permets de compléter sur le fait, en fait je n'arrive pas à savoir si c'était une chose positive ou non que de dire que sur Paris les personnes étaient mieux rémunérées et donc vous aviez dû quitter votre ville normande pour rejoindre Paris. Parce que là-bas c'était mieux rémunéré. En fait, durant une certaine longue période, il y avait une prime aussi de logement lorsque on était fonctionnaire par exemple et que on avait un emploi en fait en fonction du prix de la vie de la ville dans laquelle on était. Et je trouve que c'est aussi une des sources aujourd'hui d'inégalité, le fait que celle-ci n'existe plus. C'est-à-dire que, oui, très faiblement, parce que, par exemple, moi j'ai des collègues qui sont en province, donc qui sont en Ardèche, et on gagne le même salaire. Moi je vis en région parisienne. Donc je peux vous dire qu'on a le même salaire, mais on n'a pas du tout la même vie. Je veux dire, enfin, c'est eux, ils ont des maisons avec d'immenses jardins, etc., etc. Moi je peine à m'acheter un appartement. Donc c'est voilà. Donc c'était juste une idée aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que ça a été à l'époque vous semblez trouver que c'était une mauvaise chose que les rémunérations étaient supérieures à Paris qu'en zone normande. D'accord, ok. C'est la réalité. Parce que j'avais l'impression que justement c'était quelque chose de mauvais. Et donc voilà, je trouve que justement c'était une bonne chose et que c'est dommage que ça a été supprimé, puisque les coûts de la vie ne sont pas les mêmes en fonction d'où on vit, donc même s'il y a des coûts supérieurs, voitures, etc. évidemment. Mais voilà. Et puis on va pouvoir, donc moi je voulais juste conclure là-dessus, on va pouvoir donner la parole. Monsieur qui voulait parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. Monsieur. Moi j'ai beaucoup de choses à dire. Là je vais me présenter. Là je m'appelle Florent. Je suis délégué syndical depuis maintenant plus de 10 ans. Et en soi, la vision que vous avez, elle est pas mauvaise. Elle n'est pas non plus totalement adaptée à ce que moi je vois. Parce que actuellement c'est l'égalité de traitement. L'égalité de traitement, c'est dans la vie courante. Autant que ça soit dans la famille, que ça soit dans l'égalité homme-femme, que ça soit dans l'égalité de travail. Mais malheureusement, on est dans un pays à l'heure actuelle où on a des fractures entre la métropole, les provinces, on va dire, d'autres régions qui sont un peu plus attractives, comme par exemple Bordeaux qui est en train de se développer, Lyon qui est aussi en train de se développer depuis pas mal d'années. On a aussi en fait de belles choses à faire. À l'heure actuelle, moi personnellement, je bifurquerai un peu différemment par rapport à votre vision des choses. La problématique, elle n'est pas la fiscalité, elle n'est pas ça. La problématique, elle est de redonner du travail à tout le monde et de manière uniforme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait, désolé de mes propos, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait d'avoir un monopole sur Paris? À l'heure actuelle, la majorité des gens, et on a eu l'opportunité à l'heure actuelle avec le télétravail, avec tous les changements, avec ce qui est arrivé avec le Covid, de faire autrement. Et de redéfinir les règles du travail. Et ça, pour le coup, c'est une opportunité en fait qui est fou. Beaucoup de dirigeants en fait à l'heure actuelle ont compris au final que ça pouvait marcher, que le télétravail au final ça fonctionnait, et que derrière il y avait quand même beaucoup de choses à faire, même s'il y a des ajustements. Après, la revalorisation de salaire, la fiscalité, revalorisation de salaire, je pense que oui, il y a besoin quand même. Parce qu'il y a des bas salaires en fait qui à l'heure actuelle c'est vraiment trop bas. On ne peut pas perdurer comme ça. Après, derrière la fiscalité des grosses entreprises, moi je viens de traiter un PSE de 280 personnes qui pèse 25 millions d'euros.
185 personnes. Et derrière, j'apprends que cette multinationale japonaise va céder l'entreprise. Et c'est habiller la mariée en fait, hein, faut pas se leurrer. Hein. C'est habiller la mariée pour, entre guillemets, je refile le bébé à quelqu'un d'autre, je paye moins cher. Et voilà. Et en plus, je gratte du pognon derrière. Et là où je rejoins, il y a vraiment deux mondes. Deux mondes entre les PME et les multinationales. On n'est plus dans c'est pas du tout les mêmes armes. Et c'est là en fait où à un moment donné, pour essayer de faire le maximum pour les PME, les multinationales elles savent se démarrer tout seules. Elles ont l'argent pour. Mon groupe, à l'heure actuelle dans lequel je bosse, a fait 45 milliards de dollars de bénéfices. En soi, ils font un PSE. Alors que en tant que société principale, notamment qui est voilà, on ne devrait pas être déficitaire. Mais tout a été fait pour. Maintenant, après, à voir si les cabinets comme Deloitte ont vraiment en fait donné des avis en fait éclairés sur les comptes. On peut se poser la question. Là, c'était juste pour rebondir. En soi, vous dites que le télétravail, c'est une bonne chose, mais sur les emplois précaires, le télétravail, il n'est pas possible. Sur les aides à domicile, sur le BTP, sur tous les métiers, même hôtesse de caisse, le télétravail, c'est pas possible. Et en reprenant le titre sur la valeur travail après le Covid, j'ai souvenir quand même qu'au début, pendant le premier confinement, il y avait peut-être une revalorisation des personnes qui travaillaient dans des domaines qui n'étaient pas forcément valorisés, que ce soit la santé, l'éducation. On a découvert qu'instituteur, c'était un vrai métier. Et du coup, on s'est dit qu'il y aurait peut-être un sursaut pour qu'au final, en décembre 2021, on dit que ce sursaut n'a pas eu lieu, finalement. Et se dire qu'il y a quand même un travail aussi dans la société civile et pour la revalorisation des métiers qu'on dit manuels et pour la revalorisation du travail qui aujourd'hui est essentiel. Je ne dis pas qu'il y a des métiers qui ne sont pas essentiels, mais quand on voit le traitement qui est fait, je ne parle même pas en termes de salaire, mais le traitement qui est fait dans les conditions de travail, dans l'image qui est donnée, dans les domaines de la santé, alors je ne parle pas forcément des médecins, mais des aides-soignantes, des aides-soignantes, des infirmières, qui font quand même un travail qui est, on va dire sous-évalué, mais sous-valorisé. Je me dis qu'est-ce qui reste finalement de ce sursaut qu'il y avait eu il y a 1 an et demi. Moi je travaille dans la fonction publique, donc le télétravail j'ai connu, j'étais très satisfaite. Et pour rebondir sur la solidarité dans la famille, même si j'ai un mari qui est féministe, j'ai 2 enfants en bas âge, c'est quand même moi qui ai tout géré. La solidarité, même dans un couple où ça fonctionne, qui n'est pas séparé, on sait très bien que s'il y a un souci à l'école, s'il y a un souci de santé, c'est quand même le numéro de la mère qu'on va appeler en premier, même dans une société qui avance, heureusement. Qu'est-ce qui fait qu'on est retombé dans l'avant-Covid en fait? Et les gens sont retournés à leur routine et puis la vie a presque repris normalement. Et on ne se dit pas finalement que le changement qui était voulu il y a un peu plus d'1 an, il est mis en place. Je ne suis pas certaine que le gouvernement soit dans cette optique-là. Et puis de toute façon, la campagne électorale fait que les questions ne se portent pas vraiment sur le travail, mais sur des questions qui ne sont quand même pas essentielles dans le quotidien des Français. Et là où je vous rejoins, c'est sur l'éducation et l'alternance. C'est assez dramatique de constater, malgré des années quand même d'efforts sur la revalorisation de l'alternance et de l'apprentissage, qu'il y a encore un travail à faire aussi auprès des parents, parce que quand un enfant en 4e dit « moi je vais être boulanger » ou « moi je vais être coiffeuse », et pour rester dans les stéréotypes malheureusement, je suis désolée, mais... Et du coup, de se dire, pourtant, c'est des parents qui sont jeunes, je dirais, et qui forcent quand même l'enfant à aller, à terminer en tout cas ses études pour même être en bac général. Donc je pense qu'il y a un effort à faire aussi sur la société civile, et de ne pas tout remettre non plus, ni sur les entreprises, ni sur l'État, et qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être avoir une conscience collective sur cette valorisation du travail, puisque manifestement quand on prend les gens, chacun particulier, tout le monde dit c'est formidable d'être infirmière, c'est formidable d'être instituteur, c'est formidable d'être aide-soignante. En revanche, on ne le veut pas pour notre enfant, et quand il y a une demande
quand il y a les manifestations dans la rue, finalement, la seule chose qu'on est capable de dire, c'est qu'ils nous font chier, on ne peut absolument pas marcher. À un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est soit on considère que... et puis on dit franchement, moi j'en ai rien à faire, je préfère que mon enfant soit médecin qu'infirmière, et ça s'entend. Mais si c'est l'inverse, c'est aussi de se donner les moyens intellectuels et puis les moyens de manifestation, que ce soit dans la rue ou pas dans les cafés débats. Et je vous remercie vraiment pour cette opportunité de venir débattre. Même si moi, c'est pas forcément mathématique phare, mais enfin voilà, merci. C'était juste une remarque plus qu'une question. Très intéressant. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas du coup. Ouais, je réponds. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Mais actuellement, en fait, on valorise pas l'éducation. L'éducation, en fait, ça passe pas que par les profs. À l'heure actuelle, la problématique, c'est que les parents ont oublié aussi que c'est quoi l'éducation. Il y a des choses qui s'apprennent à la maison. Comme quoi, par exemple? La bienséance. La politesse. L'impolitesse. Moi, j'ai entendu un élu municipal, je suis désolée, je vous coupe. J'ai posé la question justement sur l'égalité filles-garçons. Donc ma grande est en maternelle, j'habite une commune pas très loin, et je m'inquiétais un peu de voir qu'il n'y avait absolument rien dans cette commune qui était fait sur l'égalité. Le conseiller municipal m'a dit, mais l'égalité, c'est à la maison que ça se travaille. Mon enfant est à l'école 6, 7, 8 heures par jour. J'ai beau moins avoir un discours, mon mari et moi avons un discours féministe, ce que l'enfant entend à l'école de la part, surtout en maternelle et en primaire, où le prof a quand même une parole un peu d'autorité, plus que peut-être au collège. Ce qu'il entend à l'école, ce qu'il entend par les animateurs de centres de loisirs, enfin voilà, donc l'éducation, je suis d'accord. L'instruction, elle est par les profs, je suis d'accord. Mais finalement, les trois piliers qui constituent l'avenir d'un pays, l'éducation, la santé, la justice, c'est les trois piliers qui aujourd'hui souffrent de moyens. Enfin, je veux dire, on délaisse les trois piliers qui construisent les gens en fait. Merci beaucoup, c'est très très intéressant, mais c'est vrai qu'on s'éloigne un Oui, là, petit peu du c'est- sujet sur l'éducation. Mais Il y aura, on organisera un autre café débat d'ailleurs. L'éducation est un sur le sujet. sujet. Mais Il y aura un café débat. Il y aura un autre café débat sur le sujet d'ailleurs. Juste, il va répondre et puis après je propose de vous redonner la parole si ça vous va. Premier point sur le télétravail. Moi, je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant quand il est concerté dans l'entreprise, dans le cadre du dialogue social, en fonction des aspirations des collaborateurs. Tout le monde n'a pas envie de faire 4 jours de télétravail, on l'a vu. Excusez-moi de l'expression, des collaborateurs qui passent toute la semaine à la maison, certains pètent les plombs. L'entreprise est aussi un lieu de sociabilité, un endroit où on a envie de saluer les gens, de travailler, d'avoir des sourires, de s'engueuler à la machine à café, etc. etc. Bref, de vivre. Et il faut aussi du présentiel. Donc il faut trouver un équilibre en fonction aussi des secteurs, de la taille de l'entreprise, de ses besoins, de production, etc. Moi, je suis très favorable à cela quand c'est possible, pas sur tous les postes. Le plombier, malheureusement, le télétravail, il attendra peut-être un peu, et je souhaite que ça ne lui arrive pas, parce que ça voudra dire qu'il a été remplacé. Ça arrivera peut-être un jour. Vous avez souligné la question de l'apprentissage. Alors, les entreprises françaises ont signé 675 000 contrats d'apprentissage en 2020. C'est 163 000 de plus que l'année d'avant. Donc il faut quand même dire qu'il y a un effort. Par contre, là où je vous rejoins, madame, et c'est le gamin du Val-Fouré qui va vous le dire, c'est le fils d'ouvrier qui va vous le dire, c'est toujours à la même France, toujours à la même partie de la population à qui on dit que la France manque de bras. Je dis à mon épouse, qui est professeure, que je trouverai crédible le discours des instituteurs et des professeurs sur le travail manuel le jour où ils expliqueront à dîner à 20h à leurs enfants que charpentier ou métallurgiste, c'est super sympa et qu'il faut laisser tomber la carrière d'avocat ou de prof. On voit que les enfants d'instituteurs sont les plus cohortes des grandes écoles et des normales sup. Et j'assume parfaitement mon discours élitiste, moi le fils de prolo, en disant que mon fils, je ne veux pas qu'il fasse de travail manuel. J'ai suffisamment trimé et sorti de mon béton du Val-Fouré, la plus grande cité de France, pour qu'il finisse dans les meilleures écoles avec l'élite de ce pays. Je l'assume parfaitement. Alors vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais moi je l'assume parfaitement. Donc je trouve hypocrite ceux qui disent il faut du travail manuel, etc., et qui le soir, avec leur famille ou avec leurs enfants, expliquent que bon non, mais ça c'est pour les autres, pour toi il y a autre chose. Je préfère les gens qui assument ce qu'ils sont et qui assument leurs convictions.
Le dernier point concernait les aides-soignants et les instituteurs. Encore une fois, la qualité de vie. Je suis désolé, je vais être peut-être redondant sur ce point. Mais ce que j'essaie de faire, et c'est ce que dans mon entreprise, j'avais 150 salariés, j'avais des représentants du personnel, et j'aimais bien changer la posture. C'est-à-dire me mettre à leur place et qu'ils se mettent à la mienne, avec une transparence sur les comptes. Comment vous faites aujourd'hui dans une entreprise privée? Vous parliez de la grande distribution. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ces caissières, pour ces livreurs, pour tous ceux qui nous ont permis d'avoir un bon confinement. Mais quand vous êtes une PME, et je vais parler d'un secteur que je connais, qui s'appelle le transport, j'ai fait du transport de personnes, je vais vous parler du transport de marchandises, où vous avez des marges de 3-5%. C'est-à-dire que grosso modo, l'entreprise qui emploie 20, 30, 50 livreurs gagne 3% de marge chaque année. Et qu'on vous dit qu'il va falloir augmenter les salaires. Et vous n'avez pas 36 solutions. Hein. Le carburant, vous ne pouvez pas toucher dessus. Les assurances, vous ne pouvez pas toucher dessus. Vous ne pouvez pas négocier. Les véhicules, c'est un peu limité. Vous bougez un tout petit peu vos salaires et là, vous êtes dans le rouge. Pourquoi? Encore une fois, je suis désolé de le dire, le poids des charges sur le travail est inacceptable en France. Inacceptable. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la protection sociale. Je ne dis pas qu'il faut une protection sociale de qualité à tout le monde. D'ailleurs, aux chefs d'entreprise aussi, on n'en parle que très rarement. À tous ces responsables de PME qui sont très mal protégés d'un point de vue protection sociale quand ils perdent tout. Et à la sortie du Covid, il y en a quelques-uns qui ont tout perdu. Il faut vraiment protéger ça. Mais je le dis encore une fois, c'est le financement. C'est très facile de dire non, mais on va augmenter les salaires. D'accord, mais on paye comment? Où on va trouver l'argent pour financer la Sécu? Et quand on l'aura trouvé, comment on le gère bien? Parce qu'aujourd'hui, la gestion, c'est pas terrible. Je répéterai encore peut-être ce soir, dans la soirée, on paye trop de charges. On paye trop de charges. C'est un peu cliché pour les petits responsables de PME, pour les grandes entreprises, mais c'est mon credo aussi. Les charges sur un faux débat, ils sont mal répartis. On est d'accord. En fait, c'est un des problèmes qu'on a avec Bercy. C'est justement comment tu fais l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est quoi pour les entreprises? À l'heure actuelle, pour les TPE, les PME, oui, c'est pas possible. TPE, PME, c'est impossible de faire ça. T'as pas le poids en fait suffisant pour pouvoir faire ça. Ils ont une armada d'experts de chez Deloitte, de chez KPMG et autres, qui sont là en fait en train de valider des comptes sur l'évasion fiscale. On va peut-être redonner la parole à Gabrielle Siri qui a pu répondre tout à l'heure. Rapidement, moi je suis complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Là, en plus, quand on regarde du coup les taux d'imposition effectifs entre multinationales et PME, on se rend compte que sur l'impôt sur les sociétés, du fait justement que ces multinationales peuvent très aisément faire de l'optimisation / évasion fiscale, parce qu'on sait très bien que la frontière est quand même mince, on se retrouve avec un taux, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais le taux d'imposition effectif en France des PME, il est supérieur à celui des multinationales, et c'est là qu'il y a un gros problème, et où là moi j'ai un problème avec le discours sur la baisse des charges qui est indifférencié et qui est le discours majoritaire, hein, le discours dominant dans la plupart de nos médias, parce qu'on a un vrai sujet là-dessus aussi, ça pourrait être un autre sujet de débat que je soumets à l'autre. On doit avoir absolument un discours différencié sur ces sujets-là. Et moi, je n'ai aucun problème à dire que oui, il faut augmenter les salaires dans les entreprises qui en ont les moyens, au détriment d'ailleurs des actionnaire dont les bénéfices n'ont absolument pas diminué pendant la Covid, hein, et qu'en revanche, la situation est différente pour les PME, évidemment. Et dans le secteur de la restauration, c'est vrai que c'est un sujet aussi pour ça. Voilà. Sinon, je voulais juste rebondir sur ce que disait la dame qui a pris la parole sur le sujet de l'éducation et des inégalités dans le couple au-delà de la séparation. Évidemment, c'est tout à fait le sens de ce livre, donc du genre du capital, qui étudie toutes ces dynamiques-là et qui montre qu'en conclusion, en fait, là où ça va pouvoir être le plus frappant, c'est au moment des séparations, mais c'est bien parce que les inégalités se creusent
au sein du couple quand il est effectivement en couple. Et je vais juste conclure sur la proposition phare, en fait, une des premières qu'a mise sur la table Anne Hidalgo au moment où elle s'est déclarée à la présidentielle, c'était la revalorisation de ces métiers de première ligne de la Covid, qu'on a applaudi pendant des mois à nos balcons, et qui effectivement donne le sentiment d'avoir été oubliés dès la reprise de l'activité. Et donc elle propose à la fois une hausse du SMIC de 15%. Là je vois peut-être, je le vois pas, mais peut-être si monsieur fronce les sourcils sur le SMIC, on rappelle quand même que les charges sont très 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 faibles au niveau du SMIC, donc ça coûte en fait peu aux entreprises. Même si je pense qu'on peut encore accompagner plus les PME sur la question de la hausse des salaires. C'était plutôt sur Anne Hidalgo que je pensais. 15%, sachant que les propositions dont on parle depuis tout à l'heure, les métiers dont on parle depuis tout à l'heure, ces métiers féminins, ils sont très souvent au SMIC, donc ça permettra d'améliorer leur situation. Et puis elle a proposé d'engager, puisque l'État a ce pouvoir d'impulsion, des négociations salariales dans ces métiers majoritairement féminins pour engager une hausse des salaires. Donc ça fait partie des choses qu'elle propose, avec un troisième volet sur la lutte contre les discriminations salariales. Donc là on est vraiment juste sur à poste égal, salaire inégal, et là-dessus on doit s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Il y a l'Allemagne par exemple qui a permis aux salariés qui ont un doute sur le fait qu'elles pourraient être victimes de discrimination de demander le salaire de 6 personnes du genre opposé au même poste de responsabilité pour pouvoir objectiver les choses. Alors moi là où je trouve que c'est un peu insatisfaisant, c'est que ça continue à faire peser en fait la charge de la preuve sur la personne potentiellement discriminée. Et puis il y a un système encore plus radical qui est intéressant, c'est ce que met en place l'Islande, mais là aussi ça demande un accompagnement des petites entreprises, c'est l'inversion de la charge de la preuve, et donc demander aux entreprises de démontrer qu'elles payent de la même manière les hommes et les femmes, avec l'obtention d'un certificat annuel et qui permet une transparence totale sur ces sujets-là, parce qu'en fait c'est encore très opaque aujourd'hui ce qui se fait au niveau des entreprises, et on a le principe d'égalité salariale dans la loi, mais on se retrouve toujours donc avec 10% de discrimination salariale. C'est bien qu'on a un problème d'application de la loi et donc d'information. Je vais m'arrêter là parce que j'ai les mains levées. C'est une question en fait qui est très simple. C'est que penses-tu en fait à l'heure actuelle de quoi servent en fait les alternants, notamment justement ceux qui sont en entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui utilisent notamment les alternants, les stagiaires ou autres en tant que main d'œuvre. Et à l'heure actuelle, comment pouvoir vérifier que ce travail est légitime, parce que bon nombre d'entreprises utilisent ça en fait en termes de main d'œuvre, alors qu'ils ne devraient pas le faire. Ils sont dans un milieu d'éducation, même s'ils devraient en fait, ils peuvent l'utiliser d'une certaine manière, mais quand c'est des fois trop important, on peut se poser la question. Et ça, en fait, d'un point de vue éducation et le reste, c'est pas favorable. L'alternance, pour moi, est quelque chose qui permet de rentrer dans la vie active. Et là, il y a un problème. Enfin, pour moi, qu'est-ce que tu en penses C'est pour moi la question, hein, c'est oui, ça? Oui. Oui, c'est ce que je vois. Oui, tout à fait. C'est drôle, ça fait un effet bizarre parce que du coup, vous regardez à droite, parce que je comprends que l'écran est à droite. Alors, j'ai pas la réponse, mais effectivement, si on se dirige vers un élargissement que je souhaite du recours à l'alternance, ça veut dire une capacité aussi à réguler les abus. Et en fait, ce sujet-là, on l'a avec l'alternance, d'après votre témoignage, on l'a aussi avec cette pratique qui se développe de salariés qui sont à la demande de leur employeur, et beaucoup dans l'économie numérique d'ailleurs, mis en auto-entrepreneur, tout simplement justement pour les payer moins. Donc il y a un vrai sujet de contrôle, je crois, de contrôle et de sanctions sur le sujet de l'abus du recours à l'alternance. J'avoue que j'ai pas la solution, mais c'est intéressant comme problématique. Alors il y avait la question avec les stagiaires aussi. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait justement mis en place une rémunération obligatoire des stagiaires, parce qu'à partir du moment où une personne plus jeune est dans une situation évidemment
de hiérarchie renforcée, parce qu'elle n'est même pas employée dans l'entreprise de manière durable. Cette question se pose, ouais, effectivement, c'est intéressant. Et je veux bien d'ailleurs, si je peux récupérer votre contact, je parle Laure, parce que ça m'intéresse que vous racontez. Bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais devoir vous laisser là, je suis désolée. En tout cas, c'était un plaisir, même à distance. Et merci encore et bravo à Laure, parce que les échanges sont très riches et je pense que c'est important comme démarche. Merci beaucoup. Voilà, et n'hésite pas à donner mon contact aussi à Laure si besoin. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour cette improvisation un petit peu à la dernière minute du coup. Ouais, bah merci à toi. Bah, merci. Salut, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Du coup, on avait encore une prise de parole et puis peut-être une réponse et puis on va conclure, je pense. Je voulais juste, pour être très précis tout à l'heure, quand j'ai souri, c'est pas sur l'augmentation du SMIC. C'est quand elle a cité Madame Hidalgo et que je suis arrivé en taxi et que le chauffeur m'a dit tout le bien qu'il pensait d'elle. Donc c'est pour ça que je souris. Voilà, je referme la parenthèse. Non mais ce n'est pas un meeting politique. Moi, personnellement, je pense que ce qu'elle fait à l'heure actuelle, elle est en train de tuer Paris. Elle est en train de tuer Paris. Je suis pas d'accord. C'est pas qu'il est candidat pour ce manifestement. C'est pas... ouais. Moi, personnellement, je pense qu'elle tue Paris. Je J'aurais suis pas à Paris. Vous n'y vivez pas. C'est pas grave. C'est... Voilà, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais après, c'est pas un débat politique, donc on va pas... Moi j'avais une question. Pardon. On en discute après. On en discute après. Après le café, on peut en discuter. Moi j'ai une question, c'est par rapport à la TVA sociale. Effectivement, avec certains de mes amis politiques, j'étais pas d'accord sur le fait que cette mesure était très critiquée et sur le fait qu'effectivement on n'ait pas essayé d'inventer un système intelligent, parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe, c'est que les entreprises françaises payent beaucoup de charges, que j'appellerais plutôt des cotisations d'ailleurs, que des charges. Mais c'est vrai que lorsque un produit, quand on prend par exemple une chemise qui est fabriquée en France, il y a tout un tas de cotisations qui sont payées dessus. Et la même chemise qui est produite en Chine, si on retire les différences de salaire, il y a malgré tout en Chine, il n'y a aucune cotisation sociale qui est payée pour le système français. Je trouvais que c'était une mesure qui pouvait être mise en place et qui, malgré tout, pouvait être... c'était peut-être la façon dont c'était formulé, mais qui pouvait être intéressante dans la mesure où ça aurait obligé en fait à l'ensemble des pays producteurs à bas coût de participer au financement du système social français en payant justement une partie des charges de cette façon-là. Après, c'est la difficulté, c'est, sauf erreur de ma part, Laure le confirmera, mais on ne peut pas flécher. Et donc on ne pourrait pas, par exemple, dire on a 1% de la TVA qui servirait à payer les cotisations enfin, ce qui est payé à l'heure actuelle par les cotisations sociales. Mais je trouvais qu'effectivement c'était une erreur à titre personnel de la gauche de ne pas avoir dit ça et d'avoir contesté et avoir crié au grand loup sur ce problème-là. Là pourquoi je voulais intervenir, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, entre l'Asie et l'Europe, il y a des circuits en fait commerciaux qui sont très bien faits pour que justement en fait tout ce qui est produit en Chine, il n'y ait pas de cotisation. C'est-à-dire que c'est produit en Chine et ça arrive en fait par des pays où derrière les taxes vont être favorables pour que justement en fait ça ne rapporte pas en fait, ça coûte le moins possible. Donc ça passe par la Pologne, ça passe par l'Inde. Alors l'Inde n'est pas dans l'Europe, mais ça passe par différents types de pays avant d'arriver en Europe pour justement en fait optimiser ça. Et c'est là en fait où, à mon sens, il y a besoin en fait de connaître le circuit en fait commercial pour pouvoir en fait taxer en fait correctement. Tu peux pas en fait déterminer le coût d'un produit simplement parce qu'il arrive dans ton pays.
vient de quel pays? C'est le pays. Il vient d'Angleterre, il vient d'Allemagne, il vient de Pologne. Ok, mais c'était quoi le circuit avant? Ouais, mais justement, juste te répondre, la TVA, elle est payée en France par l'acheteur. Et donc là, qu'ils viennent de Chine, d'Allemagne ou d'ailleurs, ça permettrait justement que ce soit mais, voilà, qu'il y ait une Je suis un partie peu qui soit... écolo aussi. Alors, j'aurais tendance à dire, Oui, non, mais- taxe carbone, c'est pas les mêmes choses dans les mêmes pays. Hein. Ouais, oui, il y avait... Et oui, puis je ensuite, on va- voulais préciser, j'ai pas dit qu'avant c'était mieux. J'ai dit qu'avant c'était autrement. Pas pareil. Et qu'on a pris des mauvaises voies. Par exemple, en 68, on a augmenté de 30% les bas salaires. Seulement, il y a eu 17%, 15% et 13% d'inflation dans les années qu'on suivit. On avait obtenu l'indexation des salaires et des prix. Parce que ça, au lieu d'augmenter les salaires, on ferait mieux de faire ça. L'indexation des salaires et des prix. C'est Fabius qui l'a supprimé. C'est Chirac qui l'a donné. Donc c'est pas une histoire de gauche et de droite. Par contre, pour l'école, il y a un moment, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais il y en a un qui a dit qu'il faut que les enfants soient heureux à l'école. Au lieu de dire il faut qu'ils soient à l'aise. Non, il faut qu'ils soient heureux. Non, il ne faut pas être heureux à l'école, il faut être à l'aise. Quant à l'augmentation des salaires, et là, il y a deux choses qu'il faut faire pour augmenter les salaires. C'est la reconnaissance de compétences, comme les infirmières par exemple, qu'on a complètement écroulées. Donc la reconnaissance de métiers qu'on a dévalorisés, et pour ceux qui ont, et pour les autres, d'augmenter la valeur de leur travail. Parce que, comme vous le dites, si on augmente les salaires dans une entreprise et que le travail ne couvre pas les frais de l'entreprise, ils vont se retrouver à la lourde. Par contre, si on dit à une entreprise, il faut augmenter la valeur de vos travailleurs, à ce moment-là, on peut financer l'augmentation des salaires. Donc c'est de la formation continue. Sachant que c'est quelque chose qui est quand même privilégié en fait par le gouvernement, par le CPF, le crédit pour la formation. Merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes pour les échanges. Je trouve que ça a été vraiment riche et très intéressant. C'était le premier qu'on a organisé de Café Débat, ce ne sera pas le dernier. Vraiment merci beaucoup, merci vraiment beaucoup d'être venus ce soir. Et puis, comme c'est bientôt Noël et qu'il y a des livres aussi, si vous voulez vous faire plaisir à vos proches, c'est aussi l'occasion. C'était l'instant pub. Hein. C'était l'instant pub. Non, c'est surtout que c'est un partenariat avec la libraire qui est juste à côté, qui les a commandés et qui va sinon les renvoyer. Hein. Donc il y a pas on n'a pas acheté ni rien. Mais voilà, ça lui fait un petit... C'est aussi un petit truc. Et puis, voilà, je repasse la parole. Je voudrais juste vous remercier pour cette invitation ce soir. J'ai eu beaucoup de messages en acceptant de venir ici. Mais vous savez, je suis un entrepreneur engagé. Je ne fais pas du syndicalisme de bureau. Pour moi, les choses se passent sur le terrain. Aller dans les cercles où les gens se parlent et tout le monde est d'accord, je trouve que c'est pas très productif. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Alors ce soir, on ne repartira pas tous d'accord. Hein. On conservera nos idées. Par contre, on se sera peut-être enrichi du point de vue de l'autre et peut-être que ça infléchira ici ou là quelques positions que nous avions. Et c'est bien ça l'important parce que c'est comme ça qu'on construit et qu'on fait un pays, qu'on fait une société. Je vous remercie pour cette invitation. Merci.